Bonjour, bonjour. Alors. Hop. Je vais mettre la conversation. Et je vais partager mon écran. Bonjour, bonjour. Ok, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Parce que là, pour l'instant, vous êtes que deux. Bonjour. Je vais peut-être mettre ça en plein écran. Voilà, voilà. On va reprendre donc cet exercice 2 du TD2 sur l'expérience de Millikan. Alors, attends un petit peu parce que vous êtes que 3 là. Vous aviez cours avant ou pas? On avait DS Ah, vous aviez DS avant. de calculus. D'accord. Ok. Donc on va attendre que tout le monde finisse le CC pour... C'était En juste fait, avant. en fait, il est fini. Ah. Mais je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont explosés, je sais pas. Ils ont explosé en vol sur, sur le DS. Bon, on va attendre encore 2-3 minutes et puis sinon on commencera. Une idée des semaines où il y aura les CC. Alors non, j'ai pas encore regardé ça. Mais vous faites bien de m'y faire penser parce qu'effectivement, ça fait des choses, ça fait partie des choses. Il faut que je vois. Je pense qu'on aura 2 CC. On aura 2 CC. Alors pour le coup, là, il faudrait, si je veux regarder ça, faudrait que j'aille voir sur l'emploi du temps. Aujourd'hui, on a notre 5e semaine, 5e cours. Et combien on en a en tout?
D'accord, on en a 10. Ah ouais, donc il faudrait que ce soit dans pas trop longtemps, en fait. Il faudrait que ce soit dans pas trop longtemps. Alors, ce qui m'embêtait un peu, c'est qu'on n'avait pas vu encore de grand-chose de vraiment nouveau pour vous. On va non. Alors, je pense pas qu'on aura le temps encore aujourd'hui d'attaquer le produit scalaire, mais j'aimerais bien faire ça au moins. Le produit scalaire et peut-être le théorème du moment cinétique avant de faire un CC. Donc, ce ne sera pas la semaine prochaine. On va dire que le premier CC sera la semaine suivante. Hein. On va essayer de faire ça. Donc, le premier CC serait du coup. Vous nous enverrez un mail? Oui, 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 je vous le dirai par mail, bien sûr. Je vous confirmerai. Donc, ça serait effectivement dans 2 semaines, quoi. OK? Je vous confirmerai ça. Je voudrais voir aussi avec la responsable du cours un peu où tout le monde en est. Ah, attendez, non, aujourd'hui c'est notre 4e séance, je dis des bêtises. Hein. Je pensais que c'était la 5e, mais non, c'est que la 4e, d'accord. Donc ce ne sera pas la semaine prochaine, donc effectivement, certainement la semaine d'après, donc certainement le 23 mars, du coup. Et ça prendra certainement la forme d'un QCM en début de cours. Ok, il faut que je regarde tout ça. Parce que du coup, si on en fait un là le 23 mars, ensuite, on en rafera un. Alors, certainement que je vais devoir bouger le dernier TD. Donc, en fait, je pense qu'on fera le dernier TD le 13 avril et qu'on fera lors de ce dernier TD, donc un CC, et puis la fin des TD, quoi. Donc ce serait le 23 mars et le 13 avril. C'est ça, ouais. À confirmer, hein. Mais ouais, ça serait ça. OK? OK. Alors, il y en a quelques-uns qui sont arrivés entre-temps. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, je vais remettre ça en plein écran. OK. Donc, on va reprendre ce problème de l'expérience de Millikan qui consiste donc à faire tomber des gouttes d'huile chargées entre les deux plaques d'un condensateur sur lequel on a mis une certaine différence de potentiel, ce qui crée un champ électrique. Donc en fait, le problème est celui donc d'une sphère qui a une certaine masse volumique, ρ, une certaine charge Q, et un certain rayon R, je n'ai pas mis ici, et donc de regarder cette sphère qui va tomber donc, dans un champ gravitationnel G, soumis à un champ électrique variable, E, donc qui peut varier entre 0 et puis une certaine valeur. Et puis, donc, on se situe dans l'air, donc on va avoir aussi une force de frottement qui va s'appliquer. On ne va pas tenir compte, donc on l'avait dit, hein, de la poussée d'Archimède qui est négligeable, du fait de la masse volumique de la goutte d'eau par rapport, pardon, de la goutte d'huile par rapport à l'air. Et on va prendre une force de frottement qui a cette forme-là, c'est-à-dire qui est proportionnelle à la vitesse. Du coup, donc on avait vu déjà tout ça, hein, on avait fait un bilan des forces, on va avoir, comme on est dans le champ gravitationnel, le poids qui va tirer la goutte vers le bas.
et puis qui va s'opposer au poids, donc la poussée d'Archimède, mais on peut voir assez rapidement, vu les densités, que cette poussée d'Archimède va être négligeable devant le poids. Et donc on va avoir par contre une force de frottement due à la présence d'air, et une force électrostatique éventuellement. Si on a un champ électrique E, eh bien on va avoir une charge, et une charge Q pour les gouttes d'eau. On va avoir une force électrostatique F égale QE. Donc on avait vu ça. Donc du coup, après, on applique le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen. On écrit donc que la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération. On peut exprimer la masse en fonction du volume et de la masse volumique, ρ, connaissant le rayon R de la goutte. Et ensuite, on fait un bilan des forces. On a fait un bilan des forces. On écrit donc simplement cette relation avec la somme des forces extérieures, le poids plus la force de frottement plus la force électrostatique est égale au produit de la masse par l'accélération. Donc, on projette ensuite tout ça selon un axe. Donc ici, on a un mouvement qui se fait selon un seul axe. Je vous rappelle qu'on a juste cette goutte d'eau, enfin cette goutte d'huile, pardon, je tiens absolument à ce que ce soit de l'eau, va tomber verticalement. On suppose qu'il n'y a pas de mouvement horizontaux. Donc, on va pouvoir choisir simplement un axe Z qu'on va diriger vers le bas. Et donc, on va tout projeter selon cet axe Z. Donc, on va avoir simplement ici 4 tiers de pi r cube fois ρ fois g, dirigé vers le bas, donc positif, si on dirige notre axe Z vers le bas, moins 6 pi nu r, alors Z point, puisque c'est proportionnel à la vitesse. Et cette force, donc, elle est dirigée vers le haut. Et puis, ensuite, une force QE, qui va dépendre de la charge, en fait, qu'on peut écrire simplement QE. Donc, ensuite, on écrit simplement que l'accélération, ça va être la dérivée de la vitesse. Donc, ici, on remplace l'accélération simplement par V point. Et puis on retrouve ici donc la somme des forces. On peut mettre ça sous une forme un petit peu plus compacte. En faisant quelques simplifications, on arrive donc à cette équation différentielle. V point plus un certain coefficient A fois V plus un certain coefficient B est égal à 0. Et donc là, on va pouvoir faire un changement de variable, en fait, de manière à se ramener ici à simplement quelque chose qui est proportionnel à la vitesse. Donc pour ça, il suffit de poser grand V égale à toute cette quantité-là. Donc on va avoir grand V qui est égal à 9 nu sur 2 r carré ρ fois petit v, moins G plus 3QE sur 4 tiers de pi r cube ρ. Donc on pose ça égal à grand V, ça veut dire qu'on peut calculer V point qui est égal à 9 nu. En fait, on a une constante ici, donc c'est simplement ce facteur-là, fois V point. Et donc du coup, vous voyez qu'on arrive à une équation qui est très simple ici. C'est simplement de la forme V point plus un coefficient A fois V égale à 0. Ok, donc cette équation-là, on peut l'intégrer très facilement. En fait, cette équation-là, si je la réécris, donc c'est quelque chose qui est de la forme dv sur dt égale, alors si je pose A égale 9 nu sur 2r carré ρ, c'est égal à moins AV. Ok, donc cette équation-là, en fait, on peut la réécrire dv sur v égale moins A dt.
et puis prendre la primitive de chaque côté. D'accord? Donc on intègre ici de chaque côté. Ici, dv sur v, ben, c'est log de v. Et puis c'est toujours à une constante près, hein, qui va être égale à moins a, ça c'est une constante, fois t. On peut rajouter une deuxième constante si on veut, due à cette intégration-là. Ok, ce qu'on va voir, donc, c'est que vous voyez qu'on va voir quelque chose qui va être de la forme v de t, hein, ça dépend de t ici, v de t va être de la forme exponentielle de at. Ok, donc c'est ça qu'on peut écrire. V, ça va être de la forme, donc un certain coefficient, hein, qui vient de la constante d'intégration, exponentielle de moins, alors ça c'est ce que j'avais appelé A, moi, il ne faut pas le confondre avec la constante qui est ici, donc exponentielle de moins 9 nu sur 2 r carré rho fois t. Ok, donc après on peut le remplacer pour repasser en petit v, hein, puisqu'on avait fait un changement de variable, vous vous souvenez, on avait grand V ici qui était égal à cette constante fois petit v moins g, machin, machin. Donc, il suffit pour retrouver v d'inverser cette relation. Et on va trouver que petit v, donc ça va être cette équation-là qu'on peut redévelopper. Et ensuite, ben, pour trouver la constante a, on va utiliser les conditions initiales. Hein. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on s'attend à ce que quand t tend vers l'infini, ou plutôt, on peut voir que quand t va tendre vers l'infini, le terme ici en exponentiel, d'accord, qui se trouve ici, ce terme en exponentiel, ben, quand t tend vers l'infini, comme c'est exponentiel de moins quelque chose fois t, ça va tendre vers 0. Autrement dit, on peut calculer la vitesse quand t tend vers l'infini, et on voit que ben, on va atteindre une vitesse limite constante, hein, puisque le terme ici tend vers 0, et bien finalement, il va nous rester que cette constante ici de r carré rho sur 9 nu, facteur de g plus 3QE sur 4 tiers de pi r cube rho. Alors, on peut développer ça un petit peu pour mettre sous la forme ici. Donc ici, en fait, on retrouve mg, hein, plus QE. Donc ici, on a, vous voyez qu'on a le poids plus la force électrostatique divisé par, en norme, la force de frottement. Donc finalement, on voit que quand t va tendre vers l'infini, eh bien, on va tendre vers une vitesse limite qui est fixée par eh bien, simplement l'équilibre des forces dans le système. Hein. Ça va, ça? Ok, alors bon, en fait, la troisième question, en fait, c'était ben, déterminer la vitesse limite quand la goutte, plutôt de la goutte, quand le champ est nul. Bon, ben, en fait, à partir de l'expression ici, on peut déterminer la vitesse pour n'importe quel champ. Et donc, effectivement, aussi dans le cas d'un champ nul, hein, vous voyez que dans le cas d'un champ nul, ben, c'est simplement le terme QE qui est égal à 0. Et donc, on va avoir ici simplement, quand t égale à 0, donc on a vu qu'on tendait vers une vitesse limite ici. Et donc, si on met QE égale à 0 dans ce terme-là, eh bien, on va avoir un V0 qui va être simplement le rapport, en fait, entre quoi? Entre le poids et la force de frottement. Hein, puisque c'est ça qui va s'équilibrer finalement. Donc ça, c'est... Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait cette expérience de la bille qui chute dans un tube
rempli d'eau. Vous avez fait ça en TP ou pas? Ah, attendez, parce que là, je n'ai pas les messages. Non, vous n'avez pas fait ça? Vous n'avez pas... D'accord. Vous n'avez pas eu de TP en méca et vous n'avez pas... en maths, vous n'avez pas enfin, un cours, en fait, qui s'appelle, je ne sais plus quoi, mais c'est les travaux pratiques, en fait, dans lesquels on regarde, justement, la chute d'une bille. Vous avez seulement fait électro et optique, d'accord. Ok. Ouais, donc c'est les physiciens et... Moi, je ne sais plus. Mais en tout cas, en maths, vous n'avez pas ça. Bon, en tout cas, ce qu'on peut étudier, on étudie ça. Hein, les années précédentes, on étudiait ça en TP. On a un tube, en fait, dans lequel on met de l'eau. Et puis, on a une petite bille. Et on lâche la bille à l'intérieur de ce tube. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la tube est attirée vers le bas par la gravité. Et puis, en même temps, il y a les frottements de l'eau qui vont venir empêcher la bille, enfin, ou freiner la bille, si vous voulez. Donc, ils sont opposés à la vitesse. Et en fait, on fait l'enregistrement donc de la chute de la bille et on s'aperçoit qu'effectivement, la vitesse va converger, on va dire, vers une vitesse constante. Hein, donc, on a la vitesse qui, au début, augmente. Et puis, plus la vitesse augmente, plus les frottements sont importants, jusqu'à ce qu'en fait, on arrive à un équilibre entre la force de gravité qui attire cette bille et la force de frottement qui l'empêche de tomber. Hein. Et à ce moment-là, donc, on arrive à une vitesse constante. Donc, on a un mouvement qui va se faire ensuite à vitesse constante. Donc, c'est exactement le même problème ici. Hein. Quand on n'a pas de champ électrique, ben, simplement, on a ces gouttes d'huile qui chutent dans ici l'air. Et donc, quand les frottements de l'air viennent équilibrer le poids, à ce moment-là, on chute à vitesse constante. Okay, et on atteint donc une vitesse limite qui est simplement le rapport des deux forces qui s'exercent, le poids ici, mg, hein, exprimé sous la forme de 4/3 de pi r cube ρ fois g, et puis ici la force de frottement, 6 pi r nu. Alors, fois v, hein, le v ici, bien sûr. Ok, c'est la somme des forces qui est égale à 0. Donc du coup, on aurait pu écrire ça, hein, en fait, dès le début, c'est que quand on va avoir la force la somme des forces est égale à 0, eh bien à ce moment-là, on va avoir un équilibre qui va s'établir, et donc on sera à vitesse constante. Hein, ça revient à écrire ça, en fait. Ok? Ok, donc là, si on connaît la taille de la bille, si on connaît la densité la masse volumique de l'huile, si on connaît la constante l'accélération gravitationnelle G, et si on connaît ce coefficient de frottement ici, nu, ce qu'on appelle le coefficient de viscosité, eh bien à ce moment-là, on peut déterminer cette vitesse limite. OK. Alors en fait, on peut expérimentalement aussi mesurer cette vitesse limite. Hein. Ça évite d'avoir à faire des hypothèses, notamment sur cette constante ici de viscosité, qui est toujours quelque chose d'un peu compliqué à déterminer. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mesurer la vitesse limite des gouttes, mais cette fois-ci, une fois qu'on applique un champ électrique. Hein. Donc, quand on applique un champ électrique, ben, à ce moment-là, la vitesse des gouttes, hein, c'est celle qu'on a donnée tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'on retrouve finalement notre expression qu'on avait déterminée ici. Alors, en fait, le truc, c'est que moi, dans ce problème-là, j'ai résolu l'équation différentielle, hein, alors qu'on ne vous demandait pas forcément de la résoudre, mais de trouver simplement les vitesses limites. Bon. C'est quand même pas très compliqué à résoudre, je trouve. Donc, ça, au moins, une fois que vous l'avez résolu, eh bien, vous avez tout de suite les solutions. OK. Donc, du coup, on va atteindre donc, cette vitesse limite, hein, qui est 4/3 de pi ρ g. Donc, de nouveau, le poids. Cette fois-ci, on rajoute la force due à la présence du champ électrique pour une particule chargée de charge Q. Et puis, ici, c'est la force de frottement, hein, qu'on retrouve. Okay, donc maintenant, on a un équilibre entre trois forces, en fait.
Ok, du coup, on voit que cette vitesse limite, en fait, vous voyez qu'on voit apparaître ici le premier terme qui est en fait la vitesse limite qu'on avait sans la présence du champ électrique. Et puis, on rajoute en fait le champ électrique qui doit être équilibré de nouveau par, eh bien, justement, la force de frottement ici. Hein. Ok, donc voilà, donc on connaît finalement ces deux vitesses en l'absence de champ et en présence d'un champ électrique. Ok, et à partir de là, eh bien, on va pouvoir déterminer le rayon de la goutte et sa charge. Hein. Donc, je vous remets les équations ici. Ok, à partir de ces deux expressions, si on mesure la vitesse, eh bien, on va pouvoir déterminer quel est le rayon de ces gouttes d'huile. Et puis ensuite, eh bien, si on... Donc ça, en l'absence de champ électrique. Et puis ensuite, ben, si on met un champ électrique, eh bien, on va faire intervenir la charge. Et du coup, ben, si on mesure la vitesse en présence de champ électrique, qu'on a pu déterminer le rayon, eh bien, on va pouvoir en déduire la charge. Je vous laisse faire ça. Je vous laisse quelques minutes pour écrire ça. Donc, écrire le rayon en fonction de la vitesse limite sans champ électrique. Et puis ensuite, écrire la charge en fonction de la vitesse limite en présence du champ électrique et bien sûr des valeurs du rayon et du champ électrique. Ok, vous les avez? Bon, rien de compliqué ici, hein. Il suffit d'inverser les deux expressions des vitesses. Donc, ok, il suffit de prendre, pour le rayon, il suffit de prendre quand E égale à 0. Hein, on a la vitesse limite V0 qui est 2R carré ρ g sur 9 nu. Et puis, ben, il suffit de réécrire R. Ça va être donc racine de 9 nu V0 sur 2 ρ g. Ok, et ensuite, ben, si E est différent de 0, à ce moment-là, on a VE. On aura TP de méca au second semestre? Non. Non, non, je crois qu'il n'y a pas de TP de méca. Non, c'est même sûr.
Je sais qu'on en avait discuté, mais on n'a pas réussi à caser en fait tous les TP du fait de la multiplication du nombre de groupes qu'on doit faire à cause des conditions sanitaires. Vous savez qu'il y a une distanciation qui doit être respectée à l'intérieur des salles, notamment les salles de TP. Vous avez dû le voir en optique. Euh, et bah, du coup, on n'a pas pu mettre en place les TP de mécanique. Il y avait prévu normalement, mais ça n'a pas pu être mis en place. Ok, donc du coup, ensuite, il suffit de prendre l'expression quand E est différent de 0. Hein. On avait cette expression, la vitesse limite dans ce cas-là, donc j'ai appelé VE, c'est V0 plus QE sur 6 pi nu R. Et donc, on peut déterminer eh bien, Q en fonction de la différence de vitesse entre les deux. Et puis ici, donc si on connaît R, on connaît nu et on connaît E, on va pouvoir déterminer quelle est cette valeur de la charge. OK? OK, alors ensuite, ben, on vous demande des applications numériques. Donc là aussi, je vais vous laisser faire les calculs. Donc on vous donne un jeu de données qu'a obtenu Millikan sur certaines gouttelettes. Donc, il a mesuré une vitesse V0, donc en l'absence de champ électrique, qui était de 4 mètres par seconde. Et puis, en présence de champ électrique, à ce moment-là, il trouve une vitesse qui est de 1,395 10-4 mètres par seconde. OK, donc vous voyez qu'on a une vitesse qui est inférieure quand on a un champ électrique. Donc, les particules sont freinées par le champ électrique. Ensuite, on a un champ E donc, qui vaut ici 25,27 kV. Non, plus que ça même. 2 10 puissance 5. Euh, ouais, 250 kV. Avec une densité des gouttelettes, donc qui est la densité de l'huile, 896 kg par mètre cube, et un coefficient de viscosité de 1,836 10-5 pascal seconde et une gravité de 9,8. Donc en utilisant tout ça, vous pouvez calculer quel est le rayon de la goutte et quelle est la charge de la goutte. Donc le rayon de la goutte, hein, il se détermine simplement à partir de la vitesse limite en l'absence de champ électrique. Et ensuite, eh bien, on peut déterminer la charge totale de la gouttelette. Et puis enfin, eh bien, on peut déduire de ça quel est le nombre de charges élémentaires portées par la gouttelette d'huile, sachant que la charge élémentaire, hein, c'est 1,6 10-19 coulombs. Donc on peut déterminer quel est le nombre de charges associées à cette gouttelette.
Alors, bon, on va peut-être avancer un peu, hein. Ça, c'est juste du calcul à faire à la calculatrice. Alors, ou sinon, on pourrait le faire à partir d'approximations, hein, mais bon. Comme ici, ce qu'on cherche, c'est quand même à déterminer quel est le nombre de charges élémentaires. Il faut être assez précis, finalement, dans le calcul que l'on fait. Ok, je vous donne donc le résultat. Le rayon de la gouttelette, donc on peut utiliser voilà, toutes les données de l'exercice pour calculer R qui est égal à racine carrée de 9 nu V0 sur 2 ρ G. En prenant les précisions que l'on a ici, on trouve quelque chose qui est de l'ordre de 2,015 10-6 mètres. Hein, on a des gouttes d'huile qui font 2 micromètres, à peu près. Ok, à partir de là, on peut déterminer la charge de la goutte, donc qui va être la différence des vitesses multipliée par 6 pi r nu sur E, en utilisant donc les données de l'exercice. Donc on va voir ici, alors déjà on peut voir que la charge va être négative, hein, puisque ici on a nu E qui est inférieur à nu 0. Hein. Vous voyez que quand on a un champ électrique, on a effectivement une vitesse qui est plus petite. Ça veut dire que en fait, la gouttelette est freinée, hein, par rapport à celle qui était sans champ électrique. Donc on va avoir une charge négative ici. Hein, la différence de vitesse est négative. Et puis ensuite, donc, on utilise effectivement ce qu'on a comme données et la taille de la goutte qu'on a déterminée. Et on trouve une charge de moins 8,06 10-19 coulombs. Ok, donc une fois qu'on a ça, pour déterminer quel est le nombre de charges élémentaires portées par la goutte, eh bien, il suffit de diviser par la charge élémentaire. Hein. Donc, si on prend le nombre de charges, si on appelle n le nombre de charges portées par la goutte, ben finalement, le Q va être n fois le nombre de charges élémentaires, ou autrement dit, n, le nombre de charges élémentaires, ben c'est Q divisé par la charge élémentaire. Alors, si on connaît la charge élémentaire, hein, 1,6 10-19, qu'on fait 8,06 divisé par 1,602 10-19, eh bien, on va trouver 5,03 charges élémentaires, autrement dit, 5 charges élémentaires par gouttelette à mieux que 1% près, hein, à 0,6% près. Alors, bien sûr, au départ, Millikan, il n'a pas fait ça, hein, il ne connaissait pas justement la charge élémentaire. Son but à lui, c'était justement de déterminer quelle était cette charge élémentaire. Donc, ce qu'il a fait, c'est pas qu'il a déterminé pour chaque goutte quelle était la charge élémentaire, c'est qu'en fait, il a déterminé pour chaque goutte quelle était la charge totale, et en regardant ensuite toutes les gouttes dont il disposait, donc je ne sais plus combien il en avait fait, je crois que c'était dans ses expériences initiales, c'était une centaine, eh bien, il s'est aperçu que toutes ces gouttes étaient des nombres entiers, 2 fois une charge élémentaire. OK? Alors, il y a une question qui reste quand même ici, qui est, ici, on a travaillé en fait sur les... Bon, comment ça se passait l'expérience? Si on revient sur l'expérience telle qu'elle était, comment ça se passait? Millikan, il envoyait ses gouttes dans un espèce de réservoir. Je reviens à l'expérience initiale. Hein. Voilà. Il envoyait ses gouttes dans un espèce de réservoir. Et puis ensuite, il y avait une goutte qui arrivait à passer par le trou. Et puis ici, donc, il avait en fait un microscope avec ici un viseur qui était gradué. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il allait mesurer les vitesses ici en regardant le déplacement.
et en calculant le temps mis pour faire un certain déplacement. OK? Donc en fait, il faisait quoi? Il faisait des... Alors, il avait une mesure de temps qui était relativement précise. En fait, sa principale incertitude, c'était sur la mesure des vitesses. Mais voilà, avec un microscope ici, sur des gouttelettes qui faisaient quelques microns, il arrivait à avoir des bonnes précisions sur la position. Donc, il arrivait à avoir des bonnes précisions finalement sur la vitesse de chute de ces gouttes. Alors, le problème qui reste, c'est effectivement à partir de quel moment on va pouvoir considérer que la vitesse de chute est constante. Hein, puisque lui, ce qu'il fait, c'est des mesures de position ici, en fonction du temps. Donc, pour avoir une vitesse, bah, il faut qu'il fasse la supposition que effectivement cette vitesse est bien constante. Donc, bah, on a vu que la vitesse, elle évolue comme une exponentielle décroissante, et puis ensuite, c'est une constante. Hein, je vous rappelle l'expression de la vitesse ici. Hein, la vitesse, elle varie comme cette expression-là, et puis on va atteindre, au bout d'un certain temps, ce terme-là tend vers 0, et à ce moment-là, on atteint une vitesse limite. Hein. Donc, en fait, la question qui reste, c'est au bout de combien de temps, eh bien, ce terme-là, qui est un terme en exponentielle décroissant, va devenir égal à 0. Donc, pour ça, ben, on peut calculer ici que vaut le terme caractéristique, hein, le temps caractéristique de cette décroissance. Donc, c'est le facteur 9 nu sur 2, enfin l'inverse en fait, de ce terme-là, là. Vous voyez, c'est 9 nu sur 2 r carré rho. Donc, c'est quasiment ici l'inverse de la vitesse limite, à un facteur g près. Donc, on peut calculer ce terme-là, 9 r carré rho sur 9 nu. Et donc, si on rentre les valeurs ici pour justement R, la densité et le facteur de viscosité, eh bien, on va trouver quelque chose qui est de l'ordre de 44 10-6 secondes, c'est-à-dire 44 microsecondes. OK, quelle distance il aura parcouru en 44 microsecondes? D'accord, ça c'est le temps caractéristique au bout duquel eh bien, il va quasiment atteindre la vitesse limite. Alors, en fait, c'est plutôt, on va plutôt regarder à 2-3 fois ce temps-là, caractéristique, pour dire qu'effectivement, on a bien atteint la vitesse limite. Hein. Si vous traciez la vitesse, la variation de la vitesse en fonction du temps, hein, la vitesse en fonction du temps, elle part au départ, on a une vitesse nulle, et puis la bille chute et est freinée au fur et à mesure, donc ça va augmenter comme ça. OK? Donc en fait, le terme exponentiel décroissant, qui tend vers une vitesse limite ici, ça va correspondre à un temps caractéristique taux, hein, c'est ça qu'on calcule ici, pour une valeur qui va être, donc si ici c'est la vitesse limite, ça va être la vitesse limite divisée par E. Hein. Quand t égale à taux, on a le facteur exponentiel qui vaut 1 sur E. Donc autrement dit, quand on va être à 2 fois taux ou 3 fois taux, hein, on va dire quand on va être à 3 fois taux, eh bien on pourra considérer qu'on est vraiment à la vitesse limite. On sera peut-être à 90% de la vitesse limite. OK, combien de temps il faut pour atteindre ça? La distance parcourue, on peut la calculer par rapport à la vitesse. Si on a une vitesse de 4 10-4 mètres par seconde, qu'on multiplie par 44 10-6 mètres, eh bien on va trouver quelque chose qui est de l'ordre de 20 nanomètres. D'accord? Donc autrement dit, quasiment instantanément, quand la goutte d'eau tombe dans entre les armatures, eh bien, elle atteint
sa vitesse limite. Donc, elle va effectivement tomber entre les armatures à une vitesse constante. Alors, on peut calculer en fait, on a des plaques en fait, qui vont être distantes de 1 cm, 2 cm. Donc, on va pouvoir mesurer en fait la chute sur typiquement 1 cm de manière à déterminer avec précision ses vitesses de chute. Bon, voilà, c'était une expérience de physique qui a du coup permis de déterminer cette charge électrique de l'électron. Ça va pour ça? Pas de questions là-dessus? Ok, on passe au problème suivant. Problème de flipper. Alors, je ne sais pas si vous jouez encore au flipper. Je ne sais pas si on en trouve encore. Enfin, non, actuellement, non, puisqu'il n'y a pas de café d'ouvert, mais je ne suis pas sûr que ça existe encore, les flippers. Enfin, en tout cas. Vous savez quand même ce que c'est, des flippers. D'accord. Donc, dans un flipper, hein, on a une bille en métal qu'on va lancer à l'aide d'un ressort sur une rampe. Il en existe encore? Ah bon? Des antiquités, peut-être. Ok. En tout cas, le but, c'est donc de lancer la bille sur une piste d'envoi en tirant sur un ressort. Et donc, c'est la compression du ressort qui ensuite va se relâcher, qui va propulser la bille. Et ensuite, la bille va continuer son mouvement ascendant pour ensuite se retrouver éventuellement sur le plateau où il y a les bumpers et tout ça. Bon, ok, on va pas étudier ça. On va étudier que la phase initiale. Donc, on va considérer un plan incliné qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Hein, pour que ça marche, un flipper, il faut que ce soit un petit peu incliné pour que la gravité puisse tirer la bille vers le bas. On va choisir un repère cartésien OXY avec un axe X parallèle au plan du flipper, ascendant. D'accord? On dirige l'axe X vers le haut selon un axe ascendant. Donc, le principe du lancer de la balle, donc on vous le rappelle, c'est la compression d'un ressort qui a une certaine longueur L0 au repos. D'accord? Donc, quand on ne tire pas sur le ressort, eh bien, le ressort a une longueur L0. Et ce ressort, il a une constante de raideur qui est égale à K. OK. Ce qui se passe, donc, c'est que la balle est posée sur le ressort. On va ensuite comprimer le ressort en tirant dessus de manière à réduire sa taille et arriver à une position qu'on va appeler x0, hein, puisque je vous rappelle, l'axe x est selon cet axe du ressort, justement. Donc, on va arriver à une position x0 qui est inférieure à la longueur L0 du ressort au repos. D'accord? Donc, on comprime le ressort jusqu'à L0. Et puis, on a la balle qui est posée sur le ressort. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va, à l'instant t égale à 0, lâcher le ressort. Et donc, qu'est-ce qui fait le ressort? Quand on le lâche, eh bien, il va revenir à sa position d'initiale. OK? Donc, le ressort qui était comprimé revient à sa position initiale. Et puis, il ne peut pas aller plus loin que sa position initiale, hein, sa position d'équilibre. Il n'y a rien qui le tire vers le haut. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'il est là, eh bien, il imprime. Alors, en fait, pendant tout le mouvement, hein, il va imprimer une vitesse à la bille. Mais au moment où il est à sa position maximale d'élongation L0, eh bien, la bille a une certaine vitesse. Et donc, elle va entamer son mouvement ascendant avec cette vitesse imprimée par le ressort, par la détente du ressort.
Et puis, elle va continuer son mouvement le long de la rampe. Et donc, l'objectif est de parvenir à percuter un objet situé à une distance L, ou encore d'arriver en haut de la rampe, de manière à pouvoir retomber sur le plateau de jeu où on va aller dans les bumpers, etc. OK? Et donc, on va chercher à déterminer effectivement dans quelles conditions on va pouvoir arriver jusqu'en haut de la rampe. Donc, on va faire une simplification quand même qui est que, on va négliger les frottements. OK. Alors, ici, le but de cet exercice, c'est d'essayer de vous faire poser finalement le problème, d'essayer de déterminer donc, alors d'abord de regarder qualitativement ce problème, de faire une analyse du problème, de quoi vous allez avoir besoin, comment vous allez traiter le problème, c'est-à-dire typiquement ici, c'est combien de phases du mouvement on doit considérer dans le problème. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. Quelles sont les forces à prendre en compte dans chacune de ces phases, s'il y a plusieurs phases. Donner l'expression des forces. Et puis ensuite, donc, appliquer la loi physique qui permet de résoudre le problème. Donc ça, c'est une première étape. Et puis ensuite, donc, résoudre le problème, ça veut dire à partir de la loi physique posée des forces en présence et pour chacune des phases, s'il y a plusieurs phases, déterminer comment est-ce qu'on va résoudre ça, poser les équations pour arriver à les résoudre et obtenir au final quelle est justement cette distance maximale qui va être parcourue par la balle, savoir si c'est bien supérieur à la distance de la rampe de lancement, de manière à ce qu'elle puisse être injectée sur le plateau du flipper. OK? Alors, donc là, il va falloir que vous soyez un petit peu actif sur la résolution de cet exercice. Alors, d'après vous, comment est-ce qu'on peut entamer ce type d'exercice? N'importe quel type d'exercice de méca, d'ailleurs. Vous commencez par quoi, vous, quand vous commencez à traiter un exercice comme ça? Regardez les forces, d'accord. Schématiser. Oui, je pense que Marine a raison. La première chose que moi, je peux vous conseiller, c'est effectivement de commencer par faire un dessin. Qu'est-ce qu'on regarde? Un dessin, ça sert toujours à justement pouvoir identifier qu'est-ce qu'on regarde, quels sont les éléments en présence, comment est-ce qu'on oriente les axes, qu'est-ce que c'est que les angles, les longueurs, etc. qui sont en jeu. Et puis, ça permet effectivement ensuite de pouvoir se représenter les forces et pouvoir y mettre les forces. D'accord? Donc, je vais vous demander de faire un dessin de, justement, de, cette, de ce système. Donc, qu'est-ce qu'on a ici dans le système? Il doit y avoir une bille. Qu'est-ce qu'on vous dit? On dit qu'il y a... Alors, il doit y avoir un plan. OK? Le plan du flipper. D'accord? Il faut identifier ici dans le texte quels sont les termes importants. D'accord? Alors, vous pouvez identifier tous les éléments, en fait. Donc, on considère un flipper. Bon, OK, ça, c'est un nom. Ça ne va pas représenter grand-chose. OK, dont le plan. Alors, ça, c'est important. Ces premiers termes, c'est le plan. D'accord? Donc, on va avoir un plan, en fait. OK, fait un angle alpha. Ça, c'est un terme important aussi. On a déjà défini un angle alpha d'un plan par rapport à quoi? Par rapport à l'horizontale. OK, donc on va travailler dans un plan qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. D'accord? Ça, c'est l'analyse de la première phrase. Comment est-ce qu'on la met? Sous forme d'un graphique, ou d'un schéma. Je ne sais pas, moi j'ai envie de tracer l'horizontale. D'accord?
va dire que ça, c'est l'horizontale. Et puis, ben, je vais avoir un plan qui fait un angle alpha avec l'horizontale. OK? Ça, c'est le plan de mon flipper. OK, on lit la deuxième phrase. Donc, alors je vais prendre une autre couleur. Hop, prendre du bleu. OK, on choisit un repère cartésien OXY avec un axe X parallèle, c'est ça qui est important, au plan du flipper. OK, donc si l'axe X est parallèle au plan du flipper, bah, le plan du flipper, hein, j'ai dit que c'était celui-là. Donc en fait, mon axe X, il doit être comme ça. OK? Alors ensuite, ben, j'ai un repère cartésien OXY, donc je vais avoir un axe Y qui, lui, est perpendiculaire à l'axe X. OK? Alors, si j'ai un angle alpha ici avec l'horizontale, je vais reprendre mon stylo rouge. Hop, si je trace la verticale ici, quel est l'angle ici par rapport à la verticale? Ben, c'est le même en fait, hein. L'angle alpha qui est ici, si vous tournez de pi sur 2, X, quand vous tournez de pi sur 2, vous tombez sur Y. Donc en fait, l'angle alpha, c'est le même, celui qui est ici. OK. OK, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? OK, on a déjà notre système d'axes, hein. C'est déjà un point très important. On a réussi à fixer notre système d'axes. Alors, je vais prendre encore une autre couleur. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? Alors, le principe du lancer de la balle est basé sur la compression d'un ressort. Donc, on a ici, on va avoir un ressort qui a une longueur au repos L0. OK. Et une constante de raideur K. Bon, bah, d'accord. Donc, ça veut dire que donc ici, en fait, on a un ressort. Bah, alors, ce ressort, il est comment? Bah, il va être le long du plan du flipper. D'accord? Donc, en fait, le ressort, on peut le tracer ici, hein. Le ressort, il a une tête comme ça, quoi. OK? J'ai ici un ressort. Bon, je vais arrêter. Voilà, donc je sais que j'ai un ressort qui a une longueur à vide L0. Bon. Et une raideur K. OK. Troisième élément, on va reprendre encore une autre couleur. Troisième élément, la balle est posée contre le ressort. D'accord? La balle est posée contre le ressort sans y être attachée. Bon, bah, si je veux représenter ma balle, bah, à ce moment-là, elle est posée contre le ressort, hein, donc elle est là. Alors, je vais essayer de la mettre un petit peu en... Voilà. Donc, j'ai ma balle qui est là. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, en fait, je vais comprimer le ressort. Donc, si je ne comprime pas, d'accord, on va dire que la longueur ici, ça va être L0. Et puis ensuite, donc, je vais comprimer le ressort pour atteindre une longueur X0 ici, quand mon ressort est comprimé. OK? OK, donc là, on a tracé à peu près tous les éléments, en fait, du problème. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir tracer? Ben, ce qu'il va falloir tracer, c'est les forces qui vont agir sur ce problème. Alors, qu'est-ce qu'on a comme force ici? Alors, je vais les mettre en noir, par exemple. En noir.
Alors, effectivement, on a P, donc le poids, hein, c'est le poids de la bille. Donc, je vais le mettre ici au centre de gravité de la bille. Le poids, donc, qui va être dirigé vers le bas, hein, qui est vertical. OK? On est dans un champ de gravité. On va dire que la bille, elle a une masse M. Donc, ça va être mg. OK. On n'a effectivement pas de frottement. Donc, la réaction du support ici va être normale. Hein? Donc, ici, on a une réaction R qui va être égale à Rn. Rn Uy. Et alors, effectivement, il y a ensuite une force de rappel du ressort. Hein, quand vous comprimez le ressort, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? À se détendre. Donc, il y a effectivement une force qui va pousser le ressort à se détendre. D'accord? Cette force, donc, elle va s'exprimer le long du ressort, donc de l'axe des X ici. Donc, on peut l'indiquer comme ça. Hein? C'est ce qu'on appelle la force de rappel du ressort. Je l'appelle F. Alors, elle est égale à quoi, cette force? Donc, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la raideur du ressort. Ouais. Donc, je vais l'appeler K, la raideur, hein, ce qu'on a indiqué ici. Et puis, je sais que il y a une position d'équilibre où cette force est nulle. En considérant des frottements, on n'aurait pas eu Rn. Effectivement, en considérant des frottements, vous auriez eu une force de frottement supplémentaire qui aurait fait que la réaction, en fait, elle n'était pas perpendiculaire au support, mais elle aurait été orientée, je ne sais pas, par exemple ici vers l'arrière, quoi. OK? Bon, c'est un peu une manière de voir, pas trop compris ça. Alors, en fait, quand vous avez, quand vous écrivez la réaction du support, soit vous considérez qu'il n'y a pas de frottement. Vous pouvez considérer, oui. Alors, en fait, c'est juste une manière de voir les choses, quoi. D'accord? Soit effectivement, vous considérez qu'il n'y a pas de frottement et que la réaction du support, eh bien, c'est juste ce Rn normal au support. D'accord? Et puis ensuite, vous rajoutez des frottements et vous dites, bon, ça veut dire qu'il y a une force supplémentaire qui s'exerce, qu'il y a une force de frottement qui va s'opposer au mouvement. Mais cette force de frottement, elle est due à quoi? Elle est due au support. Donc, c'est aussi une force du support. Donc, c'est aussi une force de réaction au support. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en général, on considère que la force de réaction totale du support, c'est la force ici qui est normale quand on n'a pas de frottement, plus la force de frottement. Et la somme des deux vous fait la réaction au support. D'accord? C'est juste ça, en fait. Voilà. OK, la force de réaction du ressort, du coup, c'est quoi? On sait que quand on va être à une position x égale à L0, elle doit être nulle. Donc, on va avoir quelque chose qui va être de la force x moins L0. D'accord? De manière à ce que quand x est égal à L0, on ait une force nulle. Alors ensuite, elle est dirigée comment? On sait que si vous comprimez votre ressort, donc que vous avez un x qui est inférieur à L0, eh bien, donc elle est dirigée selon le plan, ouais, selon le plan au x, on est d'accord. Mais est-ce qu'elle est dirigée vers les x croissants ou les x décroissants? Parce que vous voyez, là, je l'ai indiqué vers les x croissants, mais j'aurais pu l'indiquer dans l'autre sens. Hein. Ça dépend du ressort. Alors, ça ne dépend pas du ressort, ça dépend de la position dans laquelle vous êtes. Si vous êtes à une position x qui est inférieure à L0, quand vous êtes à L0,
Vous êtes d'accord que cette force, elle est égale à 0? Ouais. Donc, si vous êtes à une position X qui est inférieure à L0, ça veut dire que vous comprimez le ressort. Ouais. Donc, à ce moment-là, la force qui va s'exercer, ça va avoir tendance à détendre le ressort. Donc, à augmenter sa longueur. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une force qui va s'exercer vers les X positifs. D'accord? Donc, il faut que quand X est inférieur à L, eh bien, on ait un F qui soit positif. Enfin, dirigé vers les UX positifs. Donc, du coup, la force qui s'exerce, quand X est inférieur à L0 ici, bah, X moins L0, c'est négatif. Et comme il faut que ce soit dirigé vers les X positifs, bah, il faut mettre un signe moins devant. D'accord? Ok, donc on a tout là. Hein, puisque on négligeait frottement. Donc on a nos trois forces dans le cas de la bille où le ressort est comprimé. Alors, bon, je vais mettre quelque chose comme ça. Là, on suppose qu'on comprime le ressort, d'accord? Donc on l'a tiré ici vers l'arrière. Ici, on a une distance qui est x0. Et on sait que ben, quand le ressort est au repos, hein, on va dire qu'il arrive jusque là et que ça serait L0. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je tire pour comprimer le ressort. D'accord? Quand il est à l'instant, on va dire à l'instant initial, avant que je tire, il a une longueur au repos L0. Je tire le ressort pour le comprimer pour obtenir une longueur X0. Et puis ensuite, je vais le lâcher à l'instant T égale 0. Je lâche le ressort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en termes de mouvement? En pratique, la bille est projetée. Oui, mais qu'est-ce qui se passe au niveau du système ici? Vous voyez qu'on a un système qui est composé d'un ressort et d'une bille. Qu'est-ce qui se passe au niveau du ressort? Le ressort se détend, tout à fait. Alors, le ressort, il se détend jusqu'à où? Alors, pourquoi un peu plus que L0? Ben, non. Pourquoi on oscille? Le ressort fait partie, enfin, c'est une oscillation. Ça, on va retrouver ça. Mais ici, pour pouvoir dépasser L0, il faut pouvoir tirer sur le ressort. D'accord? Quand le ressort fait une longueur L0, il est à l'équilibre. Pour que le ressort puisse être plus grand que L0, il faut tirer dessus. Il ne va pas y aller tout seul. Hein. Mais ici, on n'a rien qui tire sur le ressort. Il n'y a rien qui tire vers le haut pour faire que le ressort dépasse la position L0. Donc, au maximum, le ressort, il va se détendre jusqu'à la position L0. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand il arrive ici, hein, le ressort, lui, s'arrête. Qu'est-ce qu'elle fait, la bille? La bille, elle suit. Alors, elle suit quoi? Ça veut dire quoi, elle suit? Ok, la bille, elle se retrouve ici. Hein. Elle se retrouve ici. Le ressort, il s'est détendu jusque-là. Donc, effectivement, elle était posée sur le ressort. Donc, elle arrive ici. Le ressort, lui,
il a pris sa longueur maximum, elle va être victime du mouvement du ressort. Alors, c'est-à-dire, elle est victime de quoi, en fait? En fait, qu'est-ce qui fait le ressort? De la force F. Mais qu'est-ce qui se passe dans le mouvement, là? Vous voyez bien, on part d'une position initiale où ici, le ressort et la bille sont immobiles. On est d'accord? On part de cette position-là. On lâche le ressort, qu'est-ce qui se passe? Il y a une mise en mouvement. Le ressort se détend, donc le ressort bouge. Ouais. Il acquiert une certaine vitesse. Cette vitesse, il l'imprime aussi à la bille qui est posée sur le ressort, puisqu'il pousse la bille. D'accord? Donc le ressort a une vitesse qui augmente, donc la bille qui est posée sur le ressort suit cette vitesse qui est en train d'augmenter pour le ressort. Et puis à un moment, le ressort, il arrive ici à la position où il est détendu au maximum. Et donc d'un coup, eh bien, sa vitesse s'arrête. Par contre, la bille, elle, qui n'est pas tenue par le ressort, eh bien, elle va avoir une vitesse initiale, je vais mettre dans une autre couleur, qui est la vitesse acquise par le ressort dans son mouvement de détente. D'accord? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, eh bien, à cet instant, alors je vais l'appeler, on va l'appeler T1. D'accord? À T1, ici, mon ressort, il est complètement détendu. Il a imprimé une vitesse V de T1 à la bille. Ça va être la vitesse initiale de la bille. Donc la bille, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle n'a pas de raison de s'arrêter. Hein? Elle a acquis une vitesse et donc elle va continuer. Donc on va avoir une deuxième étape en fait dans le problème qui est une bille avec une vitesse initiale que j'appelle V de T1, d'accord, qui est la vitesse initiale acquise par le mouvement du ressort qui s'est détendu. Et puis à quelle force elle est soumise? À ce moment-là, elle est plus soumise qu'à son poids et à la force de réaction. D'accord? Dans ce deuxième mouvement, il n'y a plus la force du ressort, puisqu'elle ne touche plus le ressort. Donc elle va se retrouver avec un mouvement ascendant sur un plan incliné, avec une vitesse initiale et un poids et une force de réaction. OK? Est-ce que c'est compris ça? En fait, c'est exactement le même problème hein, que celui du lanceur de poids, en fait. Hein, vous avez fait ça au premier semestre, le lanceur de poids. Alors, exactement, pas tout à fait exactement, parce que c'est pas, il y a des petites différences, c'est sur un plan incliné. Et puis là, on part à l'instant t égale 0, on part du moment où, en fait, eh bien, on n'a pas encore imprimé la vitesse à notre masse. Et donc, on va étudier deux mouvements. Le premier mouvement, c'est quand le ressort se détend et donc fait acquérir une certaine vitesse au système qui est la bille. Et puis le deuxième mouvement, c'est cette bille qui a acquis une vitesse initiale qui va faire un mouvement sur un plan incliné. Donc on va pouvoir séparer le problème en deux phases de mouvement. OK, alors, bon, vous verrez le dessin, c'est le même que celui que je viens de faire. Alors, bien sûr, la première chose à faire en général, c'est plutôt de se fixer un référentiel. Bon, dans les problèmes jusqu'ici, hein, le référentiel, c'est un référentiel qui est lié à la Terre
et qu'on va supposer galiléen. On va avoir donc un système qui est celui de la bille qui est posée sur le ressort. Et on va distinguer deux phases dans le mouvement. Une première phase où on a la bille posée sur le ressort, qui est comprimée et qui va se relâcher, en imprimant à la bille une vitesse initiale. Et puis ensuite, une deuxième phase, qui va être la bille qui a une vitesse initiale et qui va glisser le long du plan incliné. Donc ça, c'est un problème que vous connaissez. Alors, comment on va résoudre ça? Ok, donc on va étudier les deux phases, d'accord? Première phase, ici, on est comprimé. Le ressort est comprimé avec, ici, une distance par rapport à O qui est x0, qui est inférieure à L0, hein, je vous rappelle. D'accord? Quand le ressort est au repos, il a une longueur L0. Ici, on a une distance x0 inférieure à L0. Ok, on fait un bilan des forces. Donc, on a le poids. On a la réaction du support, R, qui va être normale au support. Et puis, on a la force de rappel du ressort, qui est moins Kx moins L0, dirigée selon Ux. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, simplement, on pose la loi physique qui s'appelle le principe fondamental de la dynamique en référentiel galiléen, c'est-à-dire que la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération. Ok, donc après, il suffit d'écrire ça. Somme des forces égale produit de la masse par l'accélération. D'écrire l'expression des forces. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça? Pour résoudre le problème, qu'est-ce qu'on va faire? Pour résoudre ce problème, en fait, on va projeter selon les axes X et Y qu'on a définis ici, hein, l'axe X le long du plan du flipper qui fait un angle alpha avec l'horizontale, et puis cet axe Y donc, qui est perpendiculaire à l'axe des X. Et donc, on va projeter cette relation fondamentale de la, ce principe fondamental de la dynamique selon ces deux axes. Ok, donc on va travailler en coordonnées cartésiennes, UX, UY. Donc, selon UX, il faut projeter ici. Alors, attention, hein, les axes ici, ils sont un axe horizontal et un axe vertical. D'accord? Donc, on va travailler selon l'horizontale et selon la verticale. Ok, alors quand on projette nos vecteurs, alors attention, où est-ce qu'on retrouve les angles? Vous voyez que l'angle alpha, on le retrouve ici, hein, d'accord, entre P et l'axe vertical ici. Et puis, P, il est dirigé vers le bas. Hein, nos deux axes, ils sont orientés comme ça. Un vers la droite en croissant comme ça, un vers le haut, ici. Donc, quand je vais projeter mes vecteurs, je vais projeter MG sur l'axe OX. Donc, je projette ici du côté opposé à l'angle. Hein, j'ai le vecteur P qui est vertical. J'ai l'axe des X qui est comme ça, le long du plan du flipper, là. J'ai dit que l'angle alpha, on le retrouvait ici, entre la verticale et l'axe des Y. D'accord? C'est le même que ici. Et donc, quand je projette ce vecteur P sur l'axe des X, vous voyez qu'il va être orienté vers les X négatifs. Et comme je projette du côté opposé à l'angle, c'est un sinus. Donc, je vais avoir moins mg sinus alpha. Qu'est-ce que j'ai comme autre force? Je vais avoir la force F. Donc, j'ai dit la force F, hein, elle a cette forme, moins kx moins L0 ux. Donc, je réécris ça, simplement, puisque je suis sur l'axe des x ici. Moins k
x moins L0. Et puis ensuite, ben, j'ai l'accélération composante selon x de l'accélération, m, x point point. Et donc, vous voyez que j'obtiens ici une équation de la forme x point point plus k sur m x plus une certaine constante, d'accord, qui vaut g sinus alpha moins k L0 sur m. La somme de tout ça, c'est égal à 0. Vous voyez qu'ici, ce que je retrouve, finalement, c'est une équation différentielle ouais, je vais vous expliquer ça. OK, on a une équadif du second ordre qui est typique de l'oscillateur harmonique, en fait. OK, comment on approche TP? Ben, vous voyez que P, il est vertical. D'accord? Vous voyez ça? P vertical, là? Ou ici, hein, si vous préférez. OK. Comment ils sont les axes X et Y? Ben, l'axe X, il est comme ça, selon cette direction qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc, si vous voulez, je vous retrace aussi l'horizontale ici. OK, l'angle alpha, il est ici. OK. Et donc, du coup, l'angle ici avec l'axe Y, d'accord? Ici, j'ai mon axe Y. Vous voyez que P, donc si je le prolonge ici, je retrouve mon angle alpha ici. Donc, l'angle alpha, c'est bien celui entre l'axe Y et la verticale. Donc, du coup, si je projette P sur l'axe des X, ben ici, je projette du côté opposé à l'angle. D'accord? Si je projette du côté de l'angle, j'ai un cosinus. Si je projette du côté opposé à l'angle, j'ai un sinus. Et puis comme P il est dirigé vers les x décroissants, eh bien, je vais avoir un moins sinus. Donc ici, je vais avoir moins mg sinus alpha pour la composante de P selon l'axe des x. Alors en fait, je peux aussi regarder la composante de P ici selon l'axe des y. Donc cette fois-ci, je projette du côté de l'angle alpha. Donc je vais avoir, alors, et par contre, je suis dirigé vers les y négatifs. Donc je vais avoir moins mg cos alpha. Et puis pour R, donc il est selon la normale, donc la perpendiculaire à l'axe des x, hein, au support. Et donc ça va être selon y directement, dirigé vers le haut. Ça va? OK. OK, donc finalement, qu'est-ce qu'on a comme équation? Bon, bah, on a une équation ici selon y bah, qui ne nous donne pas grand-chose. Simplement, on sait qu'effectivement, on va avoir ici une force de réaction qui va équilibrer exactement la composante du poids selon ici l'axe des y, c'est-à-dire perpendiculairement au support. Et puis par contre, ici, ben, vous voyez que selon l'axe des x, eh bien, on a une équation qui est en fait une équation de l'oscillateur harmonique. Hein, l'oscillateur harmonique, hein, c'est une équation de la forme x point point plus oméga 2 x égale à 0. Okay, on sait que les solutions, donc c'est, alors on l'appelle aussi donc équation de l'oscillateur harmonique. Oups. Équation de l'oscillateur harmonique dont les solutions sont de la forme x égale un certain x0 cosinus oméga t plus phi. OK? Donc oméga, c'est la racine carrée du oméga 2 qui apparaît ici dans l'équation.
et le phi et le x0 vont être déterminés par les conditions initiales. Ok, donc comment est-ce qu'on va résoudre ce système-là? Ben, pour résoudre ce système, en fait, on va faire un changement de variable d'abord, de manière à se ramener à une équation de ce type-là, qui est une équation connue. Et puis ensuite, donc, on va poser les solutions. Et puis, à partir des conditions initiales, eh bien, on va pouvoir déterminer le x0 et le phi, c'est-à-dire ici la phase et l'amplitude du mouvement. OK? Ça va nous permettre de déterminer à tout instant quelle va être la position X du ressort et donc la position X de la bille. D'accord? Donc ça va être le mouvement du ressort pendant tout le premier stade jusqu'à ce qu'on arrive ici à une position où X va être égal à L0. D'accord? C'est-à-dire c'est tout le mouvement de détente du ressort qui va être gouverné par cette expression-là. Ça va? Ok, donc ensuite, il suffit de poser les choses, hein. On peut faire un changement de variable, donc vous verrez ensuite hein, donc je pose simplement que grand X c'est petit x moins mg sur k sinus alpha plus L0. Vous verrez, c'est la constante en fait qui va se rajouter. Donc on va trouver une équation de la forme grand X point point plus k sur m grand X est égal à 0. Et du coup, on va pouvoir écrire les solutions de cette équation-là, hein, qui est l'équation d'oscillateur harmonique sous la forme grand X égale, donc ici j'appelle A, l'amplitude, cosinus oméga t plus phi, avec oméga qui est égal à racine de k sur m. Et puis ensuite, je vais utiliser les conditions initiales. Donc, condition initiale, je sais qu'à t égale à 0, x est égal à x0. D'accord? On a comprimé le ressort jusqu'à la position x0. Et donc ça doit être égal, en remplaçant t par 0 dans cette expression-là, à a cosinus phi. Plus, alors si je le mets en termes de petit x, hein, il faut que je réécrive petit x en fonction de grand X. Donc je fais repasser ça de l'autre côté. Donc plus cette constante, mg sur k sinus alpha moins L0. Et puis donc, il y a deux paramètres, hein, il y a l'amplitude et la phase à trouver. Donc il faut deux conditions initiales. Donc la première condition initiale, c'est celle sur l'amplitude, sur l'amplitude, x. Et puis pour trouver la phase, eh bien, on va regarder ce que donne la vitesse. Donc on calcule x points et on va regarder x points en t égale à 0. On sait qu'on va partir avec une vitesse initiale nulle. Donc on va poser x point de t égale à 0 égale à 0. Donc, il suffit de calculer x points dans cette expression-là. Hein. Donc, ici, on va dériver cosinus de oméga t plus phi. Ça va nous faire un moins oméga sinus oméga t plus phi. En remplaçant t par 0, on trouve simplement moins a oméga sinus phi. C'est ça qui doit être égal à 0. Hein. C'est la vitesse à t égale à 0, ça. Donc, du coup, eh bien, si cette quantité-là doit être égale à 0, ça veut dire que sinus phi est égal à 0, autrement dit que phi est égal à 0. Et donc, on trouve simplement qu'en remplaçant phi par 0, hein, dans l'expression qui est là, eh bien, ou dans l'expression qui est ici, hein, vous voyez qu'on va trouver A. A, ça va être simplement L0 moins mg sur k sinus alpha. Donc, on peut écrire ça. Plus x0. Pas oublier le x0. Donc A, ça va être x0 moins mg sur k sinus alpha plus L0. Et donc, du coup, on a notre solution ici, x. D'accord? Dans toute la première phase du mouvement, eh bien, on peut déterminer la position x à n'importe quel instant.
Alors, quand est-ce que ce mouvement prend fin? Ben, ce mouvement, il va prendre fin à l'instant t, donc que j'appelle t1, où eh bien, x ici va justement être égal à L0. Quand x devient égal à L0, à ce moment-là, on n'a plus de détente du ressort. Le ressort est détendu au maximum. Et donc, on peut déterminer ce temps T1 simplement en inversant cette équation-là. Hein. On dit que x de T1 doit être égal à L0. On connaît l'expression de x de T. On remplace simplement dans cette expression T par T1. Et donc, on va pouvoir comme ça eh bien, trouver T1, c'est-à-dire cosinus oméga T1 égale cette expression-là. Et donc, T1 égale 1 sur oméga, arc cosinus de tout ça. OK, et à partir de la connaissance de T1, eh bien, on va pouvoir en déduire la vitesse en T1, simplement en calculant x point de T1. Donc, en reprenant l'expression de la vitesse, hein, qui était moins a oméga sinus oméga T1, enfin sinus oméga t, et en remplaçant t par T1. OK, alors, je ne vous ai pas mis, il faudrait remplacer T1 par cette expression-là dans l'équation ici pour calculer la vitesse. OK, donc ça fait des expressions un peu compliquées, mais dans la démarche, ce n'est pas compliqué. OK, on va arrêter là parce qu'il est déjà l'heure. Et donc, on finira cet exercice-là la semaine prochaine. Vous pouvez essayer de commencer à y réfléchir. Donc, il faut maintenant écrire la deuxième phase du mouvement, c'est-à-dire qu'on a cette vitesse en x égale à t1 comme vitesse initiale, et qu'est-ce qui va se passer pour la bille après. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, merci.